Bonsoir madame, bonsoir monsieur, bonsoir Saad El Abdelkiran. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous allons parler de vous et du PJD. Vous occupez la scène politique assez largement, vous et votre parti, mais vous demeurez assez méconnu. C'est peut-être à cause des polémiques que vous subissez ou que vous suscitez. On ne sait pas grand-chose finalement de PJD, de manière certaine. On ne sait pas qui est le PJD, on ne sait pas ce qu'il veut, on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas où il va. Pour être très concret, vous aspirez au pouvoir comme tout parti qui se respecte, et c'est parfaitement naturel, mais on ne sait pas avec qui vous allez vous allier, on ne sait pas contre qui vous allez vous allier, on ne sait pas quels sont les compromis que vous êtes en mesure de passer. Sur toutes ces questions, nous allons prendre tout le temps pour les éclairer, les comprendre, les analyser. J'espère. Mais peut-être grâce à cette méconnaissance dont vous êtes l'objet, je ne savais pas personnellement, je vous fais un aveu, que vous parliez parfaitement le français. Première question, comment avez-vous appris le français? Écoutez, j'ai suivi une scolarité normale. Bon, dans ce qu'on appelait la deuxième année secondaire, si vous vous rappelez de ça, c'est peut-être, il s'agit de la troisième aujourd'hui, ce qu'on appelle troisième. J'ai commencé à avoir de mauvaises notes un peu partout, sauf en arabe. Et donc j'ai doublé. On m'a désigné un lycée pour doubler, j'ai choisi un autre, j'ai choisi le lycée Moulay Youssef. Pour y aller, j'ai essayé de toucher un cousin qui était un notable. Et je lui ai demandé d'intervenir pour moi. Il me disait tous les jours, reviens demain. Et donc je restais chez lui, à la maison. Intervenir pourquoi? Pour que j'aille m'inscrire au lycée Moulay Youssef. D'accord. Et il me disait, reviens demain. Bon, et donc j'allais à la maison, je l'attendais. Ses enfants étaient de la mission. Et donc j'étais obligé de parler avec eux, avec mon petit français. Mais avec le temps, et chaque jour quand je revenais chez moi, dans l'espoir que ça va se faire le lendemain, je revenais avec un livre qu'on me donnait, je lisais. Donc c'est là que j'ai été introduit dans un milieu qui parlait français et que j'ai lu beaucoup de français. Et finalement, ce n'est pas mon cousin qui m'a inscrit au lycée Moulay Youssef, c'est ma mère. Elle est partie demander ça à un surveillant général, M. Carmel, qui était très gentil. Et tout de suite, je me rends compte que mes notes s'améliorent partout en français, parce que tout était en français, les mathématiques, l'histoire-géographie, les sciences naturelles, etc. Donc, à côté de l'arabe où j'étais déjà assez bon, et c'est comme ça que je pense avoir le déclic du français, le français que je parle aujourd'hui, a commencé à ce moment-là. Et après, j'ai fait une scolarité qui a été, alhamdoulilah, assez réussie. Et vous avez passé une licence en physique? Oui, j'ai d'abord fait un bac mathématique, je suis passé par l'école Mohammedia. Pour plusieurs raisons, je n'ai pas continué, je suis parti à la faculté. On parlera de votre itinéraire après. Quand vous avez été élu à la tête du PJD en 2007, vous avez déclaré que votre objectif principal est de transformer le PJD en un parti comme les autres. Où en êtes-vous 3 ans après? Si vous deviez vous noter de 0 à 10, non, disons de 0 à 20, quelle note vous attribuerez? Déjà, je pense qu'on m'a noté 13 quelque part, alors je garde cette note. 13 sur 20. 13 sur 20. Sur ça, je ne sais pas, mais parce que parfois, on sent qu'on a l'image qui n'est pas la nôtre. Et on essaie d'améliorer. Maintenant, quand on le fait, vous n'êtes pas seul sur la scène. Il y a d'autres qui essaient de noircir l'image encore plus. Donc, je me bats. Mais je ne sais pas. Je finirai, je pense, par convaincre les Marocains que mon parti est un parti comme les autres. Les 13 points qu'on vous a donnés, c'est sur quelques Oui, c'est un truc sur Aswad. Il semble que c'est Ahrar qui est passé première et moi je suis passé second. Et ils ont classé les partis? Ils ont classé tout le monde pêle-mêle. D'accord. Ahrar, c'est une actrice, je sais pas si vous la connaissez. On va consacrer un peu de temps à la présentation du PJD. Soyez gentils, on va parler très rapidement. Oui. C'est l'affiche. On va essayer. Le PJD, c'est combien de divisions? Alors on va commencer par les députés. Les députés, il y en a 46. Sur Sur 325. La deuxième chambre? Nous n'avons pas de représentants dans la deuxième chambre, non. Mais le syndicat qui est proche de nous a 4 ou 5 députés là-bas. Les communes? Les communes, on a 1500 conseillers. Sur combien à peu près? Sur 27 000, aux alentours de 27 000.
que vous avez une estimation précise ou des chiffres précis concernant vos adhérents? Il y a combien de PJD? Si, ils sont aux alentours de 15 000. 15 000, oui. Pas mal. Répartis surtout où? Oui, partout au Maroc. Mais dans des régions moins installées que les permanents? Mais c'est surtout les villes, Les permanents, ce qu'on appelle les permanents, les cadres du parti? Non, il y a une différence entre les cadres du parti et les permanents. Les permanents, c'est les fonctionnaires. Il doit y en avoir une quarantaine. Locaux ou ils sont dans le centre et aussi dans les régions. Et les cadres, c'est quoi? C'est les bénévoles? Les cadres, c'est les responsables du parti qui sont presque tout le temps dans le parti. Ah, d'accord. Ils sont combien à peu près? Oh, pas beaucoup, hein. Peut-être 6 ou 7. Un mot de votre presse, Misbah ne paraît plus, il est suspendu. Misbah n'est pas arrêtée, mais elle ne paraît plus maintenant. Sincèrement, elle ne vendait pas suffisamment, donc on l'a stoppée, le temps de réfléchir et de trouver... Et Tajdid devient le journal de fête? Tajdid, c'est le journal de la mère, de notre mère. Oui, le mur. Et donc elle nous soutient un peu. Mais elle veut pas devenir... Tajdid ne veut pas devenir un journal du parti. Mais il est le porte-parole de fête. Non, il soutient un peu, c'est la réalité. Il y a même un problème autour de ça. Nous, on pense qu'on a le droit qu'ils nous soutiennent catégoriquement. Les gens du mouvement et du journal pensent que non. Peut-être qu'ils nous soutiennent quand ça leur semble bon. Tirage. Ils tirent aux alentours entre 5 et 6 000, je crois. Vente. Maintenant, parce que nous avons des problèmes. Les ventes, c'est aux alentours de 3 000. C'est pas beaucoup? Les tirages, peut-être... Non, ce n'est pas beaucoup. Non, ce n'est pas beaucoup. Financement, comment le parti est financé? Le parti est financé, il y a une subvention de l'État qui est aux alentours de 6 millions de dirhams. Il y a 2 millions de dirhams par an qui viennent des parlementaires. Et il y a un peu d'argent qui reste des élections. Ils donnent une proportion de leur salaire? Oui, ils donnent 4 000 dirhams, entre 4 et 3 000 dirhams selon où ils habitent sur le plan central, et ils donnent à peu près la même chose dans leur région. Dans leur ville. Donc on n'a pas besoin d'argent? On s'en sort. Pour l'instant, ça va. Mais ce n'est pas suffisant. Vous n'avez pas de subvention? Pour un parti sérieux, il a besoin de beaucoup plus d'argent. Il y a des gens qui vous aident? Non. Malheureusement pas. C'est légal ou c'est pas légal? C'est légal. C'est permis de donner à un parti aux alentours de 100 000 dirhams par an maximum. Quand on a des congrès et trucs, il y a des gens qui donnent un coup de main. Mais on va faire le tour, on leur parle, etc. Quelques-uns donnent un peu, les autres un peu plus. Mais des gens d'une façon continue. Très rapidement, les structures du parti, c'est quoi? C'est d'abord le congrès, après le conseil national, après le secrétariat général, après les secrétariats régionaux, après les secrétariats communaux, je crois, et après le mahliyat, je ne sais pas comment on appelle ça, les locaux, voilà. Il y a des cellules. Vous êtes organisé en cellules, en sections? Non, nous sommes organisés en bureau. Nous sommes organisés en bureau. Maintenant, nous voulons passer à une autre phase. C'est que notre base n'est pas organisée d'une façon continue. Elle ne se réunit pas d'une façon continue. C'est ce qui a été lancé dernièrement pour que les bureaux des communes commencent à rencontrer les militants d'une façon continue. Le mur, c'est quoi? C'est le mouvement de l'unicité et de la réforme. Mais ça, c'est l'association du départ. C'est dans cette association que nous avons connu la vie associative. Mais aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est comme une mère dont le fils a grandi et est devenu adulte. Quand il était jeune, elle lui a donné un coup de main. Maintenant, il se débrouille tout seul, ils sont indépendants, mais ils gardent de bonnes relations. Mais c'est la mère qui donne le là idéologique? Non. Écoutez, c'est moi qui étais président du mur, du mur de l'association qu'il y avait avant, parce qu'on a changé de nom 2 ou 3 fois. Durant 8 ans, personne ne fait... Chacun s'occupe de son idéologie. D'accord. Et chacun s'occupe de ce qu'il a à faire. Parce que le mur aujourd'hui, il s'occupe de la prédication, il s'occupe des choses qui sont beaucoup plus proches de la religion, et le parti s'occupe de la politique. La politique, c'est vous? Oui, la politique, c'est nous. Et c'est totalement indépendant. Un mot rapide sur les élections. On ne comprend pas très bien. C'est élection ou nomination? Non, chez vous? Comment ça? Comment un responsable chez vous est nommé? Non, il vient par élection. Et il traverse 3 phases. Alors la proposition? D'abord, il est proposé par les bases. Après, il y a les responsables qui donnent un jugement
sur la proposition de base, il y a trois ou quatre personnes. C'est taché, oui, voilà, c'est ça. Oui. Et après, c'est l'accréditation. C'est le secrétariat général en général qui accrédite. Ça s'appelle cooptation en français. Ah ben je n'en sais rien. Non, ça veut dire qu'il n'y a pas d'élection libre. Non, il y a un contrôle libre. Oui, mais vous passez par tellement de phases. On passe. Écoutez, tout ça, il y a 3 phases. C'est pour les élections qui sont dirigées pour le Parlement ou pour les communes. Mais sur le plan du parti, ce sont des élections directes. Ce sont des élections directes. Comme ce qui s'est passé au Congrès, il y avait une proposition de la masse, et après, le Conseil national a discuté. Après, c'est le Conseil national qui a voté devant tout le monde. Chacun se fera une opinion. L'idéologie. Oui. L'idéologie, la grande question, c'est le rapport entre politique et religion. Est-ce que vous avez évolué sur cette question-là? Je vais vous dire, au départ, quand on est venu dans notre association, c'était d'abord des jeunes imbibés de l'esprit religieux. Et de ce qu'on pensait devait être la politique selon la religion. Mais quand on a intégré le champ politique, on s'est trouvé en face d'autres problèmes. C'est le chômage, c'est l'habitat insalubre, c'est l'enseignement. Eh bien, on s'est mis sur le tas. Et on a étudié, on a commencé à discuter, etc. Et on s'est rendu compte que ce qu'on a amené avec nous de notre éducation religieuse et de notre idéologie religieuse, c'est surtout les bonnes valeurs qui vont nous aider à proposer des choses sérieuses et proposer des hommes sérieux. C'est ça. Donc, en fait, nous sommes devenus des gens politiques qui essayent de régler les problèmes politiques, pas des problèmes qui n'existent pas. Et donc la religion s'est éloignée. Il restait la religion des valeurs. Non, il reste le référentiel. Il reste le référentiel et il reste le symbolique, théorique. La force de la foi est très importante. Vous savez, en politique, Monsieur Bradaz, c'est là où vous avez le plus besoin de votre foi et de votre religion. En quoi la religion est utile pour résoudre le problème du chômage? Écoutez, d'abord la religion est utile pour un homme politique pour qu'il soit sérieux. Oui. D'accord. N'oubliez pas une chose. Nous sommes le Maroc. Et au Maroc, les valeurs sont liées à un noyau central, qui est comment vous êtes vis-à-vis de Dieu, comment vous êtes vis-à-vis de la société. Et ça, jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas mieux que la religion pour garantir. Bien sûr, il y a des gens qui sont sérieux à part ça. Mais ça, c'est beaucoup plus. En Occident, ça existe aussi chez nous, je le sais. Il y a des hommes politiques. Oui, je sais, il y a des gens intègres qui ne sont pas très pratiques, etc. Je le sais très bien, je le reconnais. Je le reconnais. Mais pour moi, d'après ce que j'ai vu et d'après ce que j'ai remarqué, si vous amenez un bon bagage de religiosité et de foi, ça ne peut vous faire en politique que du bien. Bien. La laïcité, la position évoluée. Vous êtes contre la séparation de la religion de l'État. Mais vous êtes pour ce que vous appelez tamiz, dissociation. Oui. Je vais vous dire une chose. C'est quoi? Il n'y a pas de laïcité. Il n'y aura jamais de laïcité, surtout dans ce pays. C'est un pays qui est islamique depuis 12 siècles, constitué en État. Oui, mais c'est pas incompatible avec la laïcité. La laïcité, que la politique sont séparées de la religion. La laïcité est impossible. La Constitution prévoit que le Maroc est un pays islamique. Et notre chef, c'est un commandant des croyants. Notre roi, c'est un commandant des croyants. Donc elle est impossible. Et je ne sais pas. Mais maintenant, il y a une chose. On ne va pas, il ne faut pas. Au départ, il y avait la mosquée. Dans la mosquée, tout se passait. La politique, la religion, la justice, le tout. Maintenant, non. Il y a des tribunaux pour la justice. Il y a des mosquées pour prier. Il y a des partis politiques pour faire de la politique. Donc, nous pensons que, sincèrement, ce domaine-là chaque domaine devrait être traité à sa façon. Et puis, dans la politique, les musulmans peuvent avoir des avis différents. Et si on va gérer ça dans la mosquée, il y aura la séparation à la mosquée. Et ça, c'est le fitna. Donc, pour nous, c'est clair et net. La religion, c'est surtout pour le consensus. Après, dans les avis politiques, c'est chacun, il précise ses idées dans son parti et pour l'opinion publique, dans les instances ou dans la presse ou dans la rue, ou comme il veut. Mais la religion et la mosquée, il faut la laisser loin de toute discorde politique. Ça s'appelle laïcité. Non. Bon, mais c'est question de mots. Rapport avec l'extérieur. Vous étiez lié symboliquement, théoriquement, idéologiquement aux frères musulmans.
Où vous l'êtes plus, où vous en êtes? Les frères musulmans, nous, on n'a jamais été liés à eux. Nous, c'est-à-dire, quand je parle de nous, c'est-à-dire notre groupe qui a démarré en 81, même dans le temps de la Chabiba. Peut-être les anciens dirigeants de la Chabiba avaient une relation. Mais c'est des gens avec lesquels on garde les meilleures relations cordiales, évidemment. Mais nous considérons tout honnêtement que nous sommes, au départ, nous avons appris notre idéologie dans cette école. Dans l'école des frères musulmans. Oui. Et après, nous avons fait notre trajectoire. Nous avons fait notre trajectoire marocaine. D'ailleurs, j'ai remarqué que tout le monde, c'est la même chose. Nos gauchistes, ce sont des gauchistes, mais à la marocaine. Nos socialistes, ce sont des socialistes à la marocaine. Nos libéraux, ce sont des libéraux à la marocaine. Et nos islamistes, ce sont des islamistes à la marocaine. Donc, le Maroc absorbe tout. Le Maroc est spécial. Et finalement, il finira par vous marquer. Vous essayerez d'importer n'importe quoi, il finira par le maroccaniser. Là, j'ai une photo de vous avec Nahnah. Oui, Nahnah répondait à l'invitation de Sa Majesté pour assister à des trucs. Il faut dire un mot de Nahnah. Oui, c'est le leader algérien. Nahnah, c'est un homme excellent. C'était président du Hamas algérien. Oui. Du Hamas algérien qui devenait Hamas algérien après. Et Nahnah, il est mort, le pauvre. Et je crois que bon, c'était durant c'est Sa Majesté qui nous a permis de le rencontrer en l'invitant à comment on appelle ça déjà, Jamiat al-Sahwa al-Islamiyya, l'université, ça se tenait toutes les années depuis 91 je crois, on y participait et Nahnah il venait et je voulais seulement vous citer un petit truc. Nahnah me disait, je dis aux Algériens, le Sahara, vous dites il est occidental, l'Arabia, l'Gharbia, ajoutez le M, le Maghribia, et ce sera résolu. Mais après, quand il s'est approché des cercles du pouvoir, il a été obligé d'aller rendre visite à Tindouf, etc., ce qui est malheureux. L'AKP, le parti turc qui porte le même nom que vous. Oui. Quels sont vos rapports? Là, il y a une anecdote. C'est nous qui avons porté notre nom. Il est venu le chercher chez nous. Mais nous n'avons pas de rapport, malheureusement. C'est une blague? Non, non, c'est une réalité. Il a pris le nom chez vous? Oui. Il a pris le nom chez nous, il a pris la lampe chez nous, mais il a mis une lampe moderne. Nous, on a choisi une lampe. Là, chez le Fanous. D'accord. Je ne sais pas comment vous appelez ça. C'est une lampe d'Aladin, si vous voulez. Donc, mais l'AKP, M. Brada, c'est pas nous. Hein. D'abord, c'est un parti très fort. Oui. Et c'est un parti qui réfléchit d'une façon beaucoup plus progressiste que nous. Sérieux. Il est bon, sérieux, je pense que nous sommes aussi sérieux. Même nous ne pouvons pas nous comparer. La démocrate, je ne pense pas qu'il y ait un parti plus démocrate que nous. Ça y est, je suis compétent. Il est compétent, il est très très compétent. Au pouvoir, il a démontré. Et très fort, et très fort. Ça, c'est la réalité. Donc les gens qui font les comparaisons, etc. Et nous n'avons pas de relation. On aurait voulu qu'on ait de. Oh, non, nous n'avons pas de relation réelle. Maintenant, parfois, ils nous invitent à leur congrès, on les invite à nos congrès. Oui, mais la présence turque au Maroc qui s'est affirmée ces dernières années. Bon, c'est excellent. C'est excellent. Mais vous avez joué un rôle. Je l'espère. J'espère qu'on a joué un rôle. Je me suis laissé dire que vos réseaux ont aidé les Turcs à lier des relations. C'est vrai? C'est faux? Non, c'est faux. Les Turcs n'ont pas besoin de nous, monsieur. C'est pas possible. C'est des gens, je ne sais pas, peut-être que c'est les Marocains qui nous ont aidés à lier des relations avec les Turcs. Parce que quand ils venaient, on nous invitait avec les gens, etc. Et eux, ils entendaient parler de nous, ils venaient nous rendre visite, mais on ne leur a jamais été d'un grand soutien. D'accord. L'Europe, les États-Unis, pour en finir avec vos relations internationales? L'Europe et les États-Unis d'abord. Comment vous êtes perçu? Les États-Unis sont le premier pays européen à m'avoir contacté. Occidental? Occidental, je veux dire. Occidental. À m'avoir contacté. C'était en 91. Ils ont précédé les Français, etc. Donc, c'est pour cela que je tiens une sorte d'estime pour ce pays qui à partir du moment qu'ils nous ont vus sur la presse, c'était il y a 20 ans. Ils sont venus nous rendre visite, nous parler de nous. Après, ça n'a pas arrêté. Après, les Européens, ils sont venus après, les Français surtout. Après, les Anglais, etc. Mais c'est surtout la France et l'Europe. La France et les États-Unis. Et l'Espagne un peu. Nous aussi, on a essayé de rendre visite aux Espagnols, aux Français, etc. Même du temps de M. Atmani aux Américains. Mais ce ne sont pas des relations développées. Et ça ne dépend que d'eux. Nous, on n'a pas de problème. On va parler un peu de l'historique. Oui. Là, j'ai une photo ancienne de vous. Oui. Vous êtes un jeune premier. Oui. Oui. C'est quelle période?
Ça doit être les années 90. Non, non, Chabiba, c'est de 76 à 81. C'est une djellaba. Une djellaba marron. Marron, oui. C'est une djellaba marron. Bien. Au commencement était Chabiba. Chabiba l'Islamia. Oui, oui. Mauvais souvenir. Non, non, écoutez, je vais vous dire une chose. La mouvance islamiste, c'est d'abord l'islam. Donc ça ne peut pas être mauvais. Parfois c'est des... La violence. Bon, oui, ça c'est sûr. Mais moi quand je suis rentré, l'affaire de Omar Ben Jelloun a été commise en 75. 2 mots pour appeler ça. Non, je veux dire... C'est décembre 75. Décembre 75. Omar Ben Jelloun, à ce moment-là, j'étais avec la Chabiba Ittihadiyya. À ce moment-là, le leader socialiste syndicaliste a été assassiné. Oui, oui. Malheur pour le Maroc et pour les socialistes et pour la mouvance islamiste. Moi, la seule chose que j'ai à dire là-dessus, s'il y a encore... Parce que les gens qui ont exécuté ça, ils sont passés en prison, ils se sont excusés devant la famille, ils sont sortis. Ça y est, on n'en parle plus. Mais s'il y a encore quelqu'un qui a été mêlé à ce crime, moi, je lui conseille de se présenter à la justice et de présenter des excuses. Parce qu'il n'y a pas pire à emmener avec soi chez Dieu que ça. Et il y a un hadith qui dit, vous avez encore de l'espoir tant que vous n'avez pas touché au sang. Et ça, c'est un sang qui a été, c'est-à-dire versé haram. Personne n'a le droit de tuer un être humain sauf bilhaq. Et ça, c'est la loi, et c'est l'État. Et donc, ce qui s'est passé est un celui qui a touché au sang. Et tout le monde l'a payé. Tout le monde l'a payé. Abdelkrim Mouter a touché au sang. Les responsables de l'assassinat d'Omar Ben Jelloun. Je veux vous dire, je ne peux pas affirmer des choses comme ça. Bon, bien sûr, le doute existe. Mais moi, ce que je pense, c'est que ce monsieur doit rentrer. S'il est obligé, il est en Libye. Il doit être en Libye encore, je n'en sais rien, mais ce qu'on entendait toujours qu'il était en Libye, il doit rentrer. S'il est obligé de passer par un procès, qu'il passe par un procès, et s'il doit faire des excuses, qu'il fasse des excuses. S'il n'a rien fait, ce sera prouvé, c'est tout. Vous n'avez plus de relation avec lui depuis quand? Non, 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 depuis 81, je crois. Est-ce qu'on peut dater l'option légaliste de votre mouvement? À partir d'un certain moment, vous avez choisi la légalité. Est-ce qu'on peut la dater? C'était en 82. J'étais à Darb Moulay Sherif. Ah, au commissariat? Oui. Donc le choix, c'était au commissariat? Oh, quelque part. Non, je vais vous dire. J'étais au commissariat, j'avais devant moi, à côté de moi, j'avais 4 frères. J'ai vu 2 d'entre eux. Excusez-moi, racontez pourquoi vous êtes au commissariat. Non, mais ça c'est... Bon, la première fois, j'étais parti en prison pour une manifestation. Après, bon, on avait quitté la Chabiba, mais Monté ne lâchait pas. Et il y avait des tracts. On nous a pris pour des anciens de la Chabiba. D'accord. J'ai expliqué, etc. Ça, c'était à Rabat. On nous a relâchés. Malheureusement, une autre manifestation se passe le lendemain à Tanger. Et les gens qui ont été arrêtés, ils disent, nous sommes avec Abdelkrim Mouter, donc ils ramassent tout le monde. Ceux qui étaient à Casablanca, ceux qui étaient à Tanger, et moi de Rabat. Et on nous amène tous à Darb Moulay Sherif. Eh bien, le premier emprisonnement, je suis sorti, c'est-à-dire avec les mêmes convictions. Donc il faut tenir, etc. Mais quand j'ai vu des gens devant moi céder et tomber quelque part, et pour quelque chose qui... C'est-à-dire, on n'était plus de la Chabiba, je n'étais plus convaincu de ce qu'on faisait, la clandestinité, le refus de la monarchie, le refus de tout ça confondu. Je me suis dit, mais à quoi ça sert tout ça? C'est une erreur. Et quand je suis sorti de ce malheur, on est resté pas longtemps, hein, quand même, il ne faut pas exagérer, on est resté 4 mois. On est sorti le 25 mars 1992. Torture? Non, moi j'ai été torturé, mais pas Darb Moulay Sherif, j'ai été torturé 2 fois avant. J'ai été torturé une fois dans le commissariat et une fois, je crois, ça a été chez la DST. Sans doute c'est eux qui... Alors, quand je suis sorti, j'ai dit aux frères, mais c'est pas possible. Nous sommes en train d'emmener des gens en prison pour des raisons qui ne sont plus les nôtres, et dans un pays où les gens... D'ailleurs, ça m'avait marqué. Je suis rendu compte, j'ai été reçu au commissariat la première fois, derrière le commissaire, il y avait Ayah Qur'aniyya. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on est en train de raconter? Un verset du Coran? Oui, un verset du Coran. Quel verset?
Je me rappelle plus très bien, mais c'était quelque chose de connu. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? On taxe ces gens-là de pas bons musulmans, etc. Ils ont le Coran avec eux. Et j'ai découvert qu'il y avait la mosquée, le commissariat, etc. Ça a perturbé toutes les convictions que j'avais entendues quand on était dans la Chabiba, etc. Je me dis, ça va pas. Et c'est là que j'ai commencé une bataille. Parce que les frères ne m'ont pas entendu de cette oreille. La bataille pour la légalité. La bataille pour sortir de la clandestinité, pour travailler dans la légalité, pour constituer une association. Et bon, et ça n'a pas duré longtemps. Parce que aussi, il y avait une chose, il y avait la répression. Et nos frères, où ils avaient peur, où ils étaient cherchés, où ils étaient en prison, etc. Et donc, les gens ont réfléchi, ils ont dit, mais finalement, il a raison. Et donc, du 25 mars 82 au 3 mars 83, ils ont cédé sur une chose. Ils m'ont dit, on va te permettre de faire une petite expérience à Rabat. Et c'est là que j'ai constitué la première association. Les frères ou le pouvoir? Non, pas le pouvoir. Les frères. Le pouvoir, il fait ce que fait Tom avec Géry, hein, et il le poursuit, c'est tout. Mais moi, je discutais avec les responsables, je n'avais pas peur, je parlais avec les policiers, j'allais parler avec les responsables de la wilaya, etc. Et j'ai constitué la première association. Malheureusement, elle n'a pas été autorisée. Elle n'est pas encore autorisée jusqu'à aujourd'hui, définitivement. Mais nous, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, on n'a rien à se reprocher. On a changé d'avis. On a écrit ça. On a écrit, j'ai fait des communiqués, etc. Et on allait vers les responsables, on leur expliquait ça. Donc, on était dans une, on nous laisse pas. Donc, nous, on en a profité. On a loué un siège, on a commencé à travailler, on a édité un journal, et c'est comme ça que ça a marché. Mais le pouvoir n'avait pas tellement confiance. Il vous a mis à l'épreuve. Je pense. Mais le pouvoir, à ce moment-là, M. Abdallah, il avait l'oreille très lourde. Pour qu'il s'occupe de vous. On était géré par un inspecteur de la police, c'est tout au départ. Au départ, c'était ça. Jusqu'en 86 au moins. En 85, vous avez fait un geste, vous avez envoyé un télégramme à Sa Majesté. Oui, j'ai entendu Sa Majesté dire dans une interview que moi-même je suis fondamentaliste. Oui, à Jean Daniel. Je lui ai écrit un télégramme. À Jean Daniel, c'était Jean Daniel. Oui, interview de l'Observateur. Je ne sais pas, moi je me rappelle que c'était une femme, mais c'est pas grave. Je lui ai écrit un télégramme, je lui ai dit, mais Majesté, nous sommes un groupe de jeunes, voilà notre historique, voilà ce qui s'est passé, et nous sommes heureux de vous entendre dire ça. Et nous vous demandons de nous faciliter le chemin pour rentrer dans la légalité. Réponse. Malheureusement, rien. Bien sûr. Silence radio. Mais ce télégramme a été positif, oui, bien sûr. Mais après, il sera suivi d'une lettre beaucoup plus explicite, je crois que c'était en 87. D'ailleurs, j'ai envoyé des lettres au ministre des... Vous n'avez jamais rencontré Hassan II? Là, je lui ai embrassé la main une seule fois. Je lui ai embrassé la main une seule fois. Je suis là, mais je suis caché parce que je n'aime pas quand les gens me poussent, je reviens toujours en arrière. Voilà, c'est ça, j'étais avec Hassan II. Donc je l'ai rencontré personnellement, c'était en 99, quelques semaines avant sa mort. C'était à la COSEF, c'était la commission d'éducation en formation que gérait Abdelaziz Mziane Belfaqih. Oui, et là d'ailleurs on le voit. Et avant de partir à l'étranger, dans une commission, Sa Majesté nous avait rencontrés, ça nous avait fait énormément plaisir. En 86, vous êtes élu président de la Jama'a Islamia, voilà, qui n'a rien à voir avec Chabiba Islamia. Non. Le Jama'a Islamia, c'est en 81. En 81, on s'est réunis à Bouskoura, 23 chefs de la Chabiba Islamia. On a décidé de couper court avec la Jama'a Islamia et on a choisi Sidi Mohamed Yatim, président de notre association. En 86, les militants de notre, il faut les appeler comme ça, les frères de notre association, se sont réunis chez moi et ils ont décidé de me prendre pour président. Ça a duré 8 ans après. Et ils en avaient marre. Une date importante, c'est 90. Oui. La mise à l'épreuve. Vous êtes reçu sur ordre du roi, par Abdelkbir, le ministre des Affaires religieuses. Oui. Et là, une sorte d'examen de passage et une rencontre avec des ulama. Racontez. Non, mais c'est passé où d'abord? Au ministère des Habous. Donc il y a le groupe. C'était solennel. Il y avait un groupe de ulama, je crois que je me rappelle Simon Chakron, je me rappelle l'Arabas, il est toujours en vie.
Je me rappelle. Non, 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 Mekinasseri n'était pas là. Mekinasseri, c'est une autre histoire. Oui. En fait, Mekinasseri m'a donné un coup de main. Mekinasseri m'a permis d'intégrer les mosquées en 83. Il m'a entendu un jour parler, tout de suite il s'est mis à me donner. Il était chef du conseil des ulama. Allah yarhamou. Ça, c'est une personne qui, je pense, n'a pas été. Comment dire, لم يعدل معها, je ne sais pas, en français ça m'échappe. Alors, لم يعدل معها, elle n'a pas été... Elle n'a pas été traitée à son niveau. Voilà, c'est ça, je pense. On n'a pas été juste avec lui. Au Maroc, on n'a pas été juste avec tout le Maroc. Donc, moi je pense que, à ce moment-là, M. Alaoune Dghri nous lâche tout. Et il nous dit, vous avez tué Omar Benjelloun, vous avez... Je ne sais pas quoi faire, et là, je lui ai répondu. À ce moment-là, j'étais le président, et il y avait avec moi aussi les frères. Il y avait 5 ou 6 membres de l'association, je n'étais pas seul. C'était un procès. C'était... Un examen de passage. Un examen de passage dur. Bilhaq, alhamdoulilah, il s'est bien terminé. Je me rappelle lui avoir dit, écoutez... Ça dure combien de temps? Au moins 1 ou 2 heures, hein, je ne me rappelle pas très bien. Mais plus d'une heure, plus d'une heure. Je dis, monsieur... Mais c'est quoi les matières? Alors, Omar Benjelloun... Il nous a parlé de la monarchie, il nous a parlé du madhab malikite, il nous a parlé de Omar Benjelloun, il nous a parlé de tout ce que vous... Non, le chiisme, à ce moment-là, je ne pense pas. Je ne me rappelle pas de ça. D'ailleurs, M. Yeti m'écrivait. Et ce document a filtré. Il a été récupéré par Darif, je crois qu'il l'a mis dans l'un de ses... Dans l'un de ses bouquins. C'est presque tout noté. Et donc, mais ça s'est bien passé, ça s'est bien passé. Je me rappelle vous avez eu l'examen. L'Arabas de l'Aïoun, il nous a dit, écoutez, ce que vous dites c'est bon, mais si jamais un jour vous sortez à gauche ou à droite, on sera contre vous. Je lui ai dit, nous aussi. Si vous sortez à gauche ou à droite, on sera contre vous. Après, vous avez cherché désespérément un parti. Ça, c'était en 92. Oui. Les frères avaient entendu Hassan II appeler les jeunes à la vie politique. D'abord, nous, en 88, on avait dit, mais on ne va pas rester comme ça, il faut participer à la vie politique. C'était 2 ans avant les élections. C'était 2 ans avant les élections. Donc, et ça a été difficile. Ça, c'est le deuxième coup. Le premier, c'était rentrer dans la légalité. Le deuxième, c'était intégrer la politique. Et les gens, ils ont refusé. Donc, vous avez sollicité le Istiqlal? On a sollicité... les premiers, c'était le Istiqlal, oui, c'est ça. Vous avez été voir qui? Il y avait Bousta, il y avait Douiri, je ne me rappelle plus, mais il y avait quelqu'un d'autre. Examen de passage de nouveau. Oui, oui, oui. Donc, alors, résultat? De toutes les façons, on se connaissait un peu. Oui, résultat? Le résultat, ils nous ont dit, vous pouvez rentrer, mais en tant que membres normaux, pas en tant que groupe. À titre individuel. Donc, à titre individuel. Vous êtes adressé... Ça ne nous a pas intéressé. Alors, vous avez été voir quelqu'un d'autre? On a contacté Saad Ibrahim. L'UNFP. Il nous a très bien C'était un parti théorique. Oui, mais malgré ça, ce monsieur était... Mais je crois qu'il a senti que c'était trop pour son parti de supporter tout ce beau monde. Je crois. Oui. Je crois. Mais il était d'une hauteur tout à fait... Donc, pourquoi ça n'a pas marché? Ça n'a pas marché. Vous êtes trop fort. Il était tout seul. Non, non. Je pense aussi qu'il a senti quelque chose. Son parti ne serait plus son parti. C'est ça, et que nous sommes un peu différents, je crois. J'ai l'impression. De toute façon, il y avait plus de rencontres avec lui, mais pas de ma part. Il y avait M. Abadi, qui est aujourd'hui chef des ulama, c'est lui qui le contactait. Nous, on a tenu avec lui une seule réunion à Rabat. Et donc, enfin, vous avez trouvé quelqu'un? Attendez, on a oublié un truc. Au départ, on a essayé de construire notre propre parti. Oui. C'était en 92. Même M. Omar Benchemsi nous a écrit une lettre claire en disant ce parti... Omar Benchemsi qui était le gouverneur, le wali de Rabat. Le wali de Rabat. C'est l'un des signataires du truc de l'indépendance. Du manifeste de l'indépendance. Voilà. Et il a refusé complètement. Bon, il a refusé complètement. On s'est dit, est-ce qu'on suit ce truc de constituer un parti, on reste, on se casse la tête avec l'administration, ou on trouve une autre solution? On s'est dit, c'est pas la peine. Avec l'administration marocaine, c'est pas la peine d'essayer de gagner cause. Quand vous êtes interdit politiquement, vous êtes interdit. Donc on a essayé de trouver, et finalement on a trouvé le docteur Khatib. Donc le docteur Khatib a accepté tout de suite? Non, 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 non.
Dr Khatib n'a pas accepté tout de suite. Dr Khatib Racontez, avait la tête pleine de rumeurs autour de nous. Certains disaient ils sont avec le Msri, les autres disaient ils sont avec la police, les autres disaient le Msri. Non, le Fakir Msri, on n'était pas avec lui, mais on a noué de bonnes relations après. Les autres disaient ils sont avec le Palais Royal, d'autres ils disaient ils sont avec le ministère des Habous, etc. Donc nous, on est parti chercher ce monsieur. Oui, c'est un monsieur dur, hein. Il était très dur et c'est un politique très fort. Mais en même temps... Vous parlez d'Abdelkrim Khatib. Oui, je parle d'Abdelkrim Khatib. Hein. Mais quand il a eu confiance en nous, il a ouvert sa maison, il a ouvert son parti, il se comportait avec nous. Alors, en un mot, c'était le tuteur, le parrain. Je vais vous dire, c'était l'accompagnateur. C'est neutre. Non, il n'était pas neutre. Je vais vous dire, en 97, il a stoppé notre participation aux élections communales. Il a stoppé parce qu'on lui disait, nous, on peut présenter entre 2 et 3 000 candidats. Il a dit non, c'est hors de question. Ou on présente un grand truc, ou c'est pas la peine. Et il s'est enfermé, il nous a laissés, il nous a abandonnés. Le tournant, c'est 96, la création. 96, c'est la création des partis. 96, en 92, on a redonné vie au parti de Abdelkrim Khatib. Oui, mais dans les villes. Mouvement populaire MPDC, démocratique et constitutionnel. Qui est une scission du mouvement populaire. Qui est une scission du mouvement populaire, mais qui avait dès le départ la coloration islamique. Parce qu'Abdelkrim Khatib, sur le plan politique, c'était... Mais c'est une coquille vide que vous avez remplie. Il y avait encore 3 ou 4 personnes réellement liées au parti avec un semblant d'activité politique. Dr Khatib Abdallah Loughouti, qui est malade, j'espère qu'il va se rétablir. Et puis d'autres personnes, il y avait M. Khalidi, il y avait M. Khalid, mais il n'y en avait que très peu. En 96, le tournant, vous avez votre propre parti. En 96, c'est le congrès. C'est le congrès exceptionnel qui nous sacre comme direction du parti. Il s'est passé dans la maison du Dr Khatib parce qu'on n'était pas sûr que l'État allait nous permettre de tenir ce congrès. Et on a décidé de dire, on le fait chez nous, à la maison. On s'est dit, mais si on nous ferme la porte, on s'est mis dans la tête de rentrer par la porte de la fille du Dr Khatib. Oui, parce qu'elle est liée à la maison de... Mais le lundi, on a tenu le congrès le dimanche, je crois que c'était le 2 juin 1996. Le lundi, M. Omar Ben Chemsi téléphone à Dr Khatib et lui dit les instances sont d'accord pour que vous teniez votre congrès, et ça a été une très bonne Merci pour tous ces éclairages sur le passé. On va parler de l'avenir. La grande question qui est le titre de cette émission, à quoi sert le PJD? Alors, il y a des certitudes. Votre position sur la monarchie est inattaquable, honnêtement. Personne ne peut contester votre monarchisme. Je vais vous dire une chose. Ça, c'est acquis. Je n'ai pas envie j'ai envie de dire quelque chose que je ne peux pas dire. Mais sur la monarchie... Vous êtes plus monarchiste que les autres. C'est ça. Quelque part. Je vais vous dire, au départ, c'était pas ça. Au départ, c'était le contraire. Mais on a pris conscience que le Maroc, c'est la religion et la monarchie. Si l'Aqdarallah, on perd la monarchie, on perdra le Maroc qu'on connaît aujourd'hui. On aura peut-être un autre Maroc où on n'en aura pas du tout. Et depuis ce moment-là... Donc c'est une position forte. C'est une position stratégique. Cardinale. Stratégique, qui n'a rien à voir avec la politique de tous les jours, ce qui se passe, etc. Un principe. Presque. Un dogme presque. Ça c'est acquis. Ce qui n'est pas acquis, où il y a des interrogations, c'est... On vous soupçonne, avec des arguments, que le PJD peut constituer l'antichambre du terrorisme. C'est-à-dire, on peut rentrer au PJD, séduit par l'islamisme, et on peut aller vers le djihadisme, vers le terrorisme. Alors là, c'est le monde à l'envers. Ça, c'est le monde à l'envers. Parce que, écoutez, nous avons commencé dans une association qui était accusée de meurtre. Depuis que nous avons intégré cette association à aujourd'hui, aucun acte de violence, un seul, n'a été attribué à un membre de toute cette mouvance. Au contraire, M. Brada, nous sommes des gens
très jaloux de la stabilité du pays. Et donc, ce qui se passe, c'est le contraire. Nous pensons que nous sommes un rempart contre ce phénomène. L'antichambre du djihadisme, c'est un rempart du djihadisme. Nous sommes un rempart contre le djihadisme. Nous considérons que le fait que le terrorisme a commencé en Algérie en 90 et qu'il n'est arrivé malheureusement au Maroc en 2003, nous y avons été pour quelque chose. Ça, c'est pas sérieux. Quand on taxe des gens comme moi de ça, mais qu'est-ce que vous voulez? Non, ben, j'ai des ennemis. Et mes ennemis, ils disent n'importe quoi. Et étant donné qu'ils ont les moyens peut-être de faire circuler ça. C'est pas des accusations très claires, mais c'est flou. C'est faux. Ce n'est pas flou, c'est faux. Moi, au contraire. D'ailleurs, par nature, je suis contre la violence. Depuis mon jeune âge, je n'ai jamais apprécié. Elle ne m'en a jamais d'abord profité. Je ne l'ai jamais apprécié. Je n'y ai jamais mis la main. Et donc, c'est pour cela que nous sommes au contraire, et nous sommes très jaloux de la stabilité de notre pays, nous sommes très jaloux de la passivité. Écoutez, je vais vous dire une chose, monsieur. Quand il y avait des problèmes en Algérie, des frères algériens venus au Maroc, on nous disait, mais vous ne savez pas ce que ça veut dire de boire un café, tranquillement, en sentant la paix. On nous disait ça n'existe pas dans notre pays. Alors, nous pensons que notre Coran, il nous dit quoi? Vous pouvez essayer d'améliorer les choses, mais si vous allez faire perdre à votre population la paix et la sécurité qu'ils ont les gens, vous êtes un ennemi, vous n'êtes plus... Et c'est pour cela que nous sommes contre toute forme de terrorisme, toute forme de violence. Concernant la cité, nous sommes dans une cité, on doit parler. Mais finalement, la parole, c'est le plus fort. On doit parler et dire ce qui marche, ce qui ne marche pas. Les gens finiront par vous écouter. Mais le terrorisme, ça sert à quoi? Au contraire, nos ennemis aimeraient qu'il y ait une faute pour pouvoir... Et vous imaginez combien de trucs qui se sont passés concernant le terrorisme. Jamais personne, sauf une fois un monsieur, et je pense à tort, il était à Knetra, il avait des maisons, il donnait la maison aux gens qui venaient dans une fête pour passer la nuit ou quelque chose comme ça. Jamais personne n'a été impliqué, désigné du PJD. Une critique plus fondée peut-être concernant les questions culturelles. Oui. Vous passez votre temps à condamner des choses qui ne sont pas du tout condamnables. Par exemple, les festivals. Pourquoi les festivals vous embêtent? Pourquoi le festival Gnawa à Savera, qui attire 400 000, 300 000 jeunes Marocains et qui est populaire dans le monde entier, pourquoi ce festival vous embête? Là, il ne m'embête pas le festival Gnawa. Mais quand vous le condamnez? Là, je ne l'ai pas condamné, je n'ai jamais condamné le festival Gnawa. Ah. Là, je vais vous dire une chose. Les Gnawa, je vais vous dire, ça fait partie de notre enfance, ça fait partie de mon enfance. Moi, mon père, il avait des relations avec des gens qui faisaient le Gnawa, il les amenait à la maison, il préparait le dîner, et on arrêtait les rues, et il dansait dans la rue. Et tout le monde venait à... Gnawa a été condamné à un moment donné. Non, je ne me rappelle pas de ça. Que le PJD, non, il va avec festival, des choses. Oui. Alors quand vous avez... Les gens boivent de la bière. Non. Les gens qui boivent de la bière, mais qu'ils foutent la pagaille, comme ça se passait dans quelques festivals. Mais écoutez, je vais vous dire, monsieur. Alors, quel festival vous agrée? Je vais vous dire. Moi, je vais vous dire une chose. Je ne suis pas contre les festivals. Je ne suis pas contre la musique. Je ne suis pas contre le cinéma. Mais je ne peux pas être contre ces choses-là. Sinon, on compte de l'ibda. Je ne sais pas comment on appelle ça, l'ibda. La création. Tout ce qui est beau est apprécié par l'humanité tout entière. Il ne va pas venir à... Attendez. Alors, Maroc. Maintenant, quand on voit quelque chose qui dérange notre façon de voir les choses, on se dit, mais nous sommes dans un pays démocratique. Ils ont le droit d'avoir un festival. Nous, on a le droit de donner notre avis. Ce n'est pas le festival, ce n'est pas la musique. Non, il y a des festivals auxquels on a participé. Le film Maroc, le film Casa Negra. Là. Quelle autorité, au nom de quoi vous le critiquez? Que les cinéastes critiquent. Au nom de la démocratie, monsieur Brada. J'ai le droit de critiquer ce film. Pour moi, il est mauvais. Critiquez-le, mais n'empêchez pas les gens d'aller le voir. Écoute, ça va pas. Est-ce que vous avez déjà été touché par quelqu'un qui vous a dit que je suis parti l'empêcher de voir Maroc? Moi, je pense qu'il l'appelle Maroc. Hein. Oui, c'est le titre du film. Vous savez pourquoi? Oui, vous m'avez dit peut-être que c'est à cause du rock. C'est à cause du rock. Mais moi, ça n'a rien à voir avec moi, je pense que c'est pour rabaisser cette race qui est les Marocains. Vous l'avez vu? Non, je ne l'ai pas vu. Je l'ai pas vu. Mais comment vous pouvez juger ce que vous n'avez pas vu? Écoutez, monsieur Barada, ne me dites pas d'aller le voir, je n'irai pas le voir.
C'est votre problème. Bon, d'accord. Mais est-ce que j'ai ou je n'ai pas le droit d'émettre un avis? Sur quelque chose que vous connaissez, pas sur quelque chose que vous ne connaissez pas. Écoutez, est-ce que les gens qui émettent des avis sur moi, vous l'avez dit au départ, est-ce qu'ils me connaissent? Quand on entend parler de quelque chose dans la presse, ça devient public. Et quand on apprend cette séquence, ça devient public. Moi, j'ai le droit de donner mon avis. Je suis libre d'être contre Maroc. Je suis libre d'être contre Elton John. Je suis libre. Et ce monsieur, je ne suis pas contre lui parce qu'il est chanteur. Non. Je vais vous dire une chose. Je vais vous avouer une chose. Parce qu'il est homosexuel. J'apprécie. Non. J'apprécie ses chansons. Non. Homosexuel, ça regarde à lui. Ça ne me regarde pas à moi. Alors pourquoi vous non, condamnez? il a insulté le Christ. Et vous savez que Jésus, pour nous, est un prophète très vénéré. Pourquoi il a insulté le Christ? Il a parlé de choses. J'ai pas envie de parler de ça. Et il a dit des choses qui ne devraient. Vous savez que dans notre religion, il est interdit d'insulter les prophètes. Oui. Et pour moi, quelqu'un qui a fait ça ne devait pas venir dans un pays musulman, c'est tout. Et c'est mon avis. Et personne ne viendra me dire tu n'as pas le droit de dire ton avis. Je le dis. Quand Sa Majesté offre un chèque assez consistant aux artistes, musiciens et en particulier aux groupes qui dépendent de Boulevard, Oui. comment vous avez réagi? Rien. Moi, Sa Majesté. Vous avez apprécié? Je vais vous dire une chose. C'est bon. Sa Majesté, je ne critique jamais ce qu'il fait. Il y a la loi qui règle les relations avec nous. En plus de ça, il y a le respect de ma part. Moi, je ne regarde pas. Pour moi, Sa Majesté, c'est le symbole. Et on ne touche pas au symbole. On ne dit pas ça. Quand je suis face au gouvernement ou face aux politiques, je prends mes libertés. Avec Sa Majesté, il n'y a de ma part que le respect. La question c'était... Et lui, il sait pourquoi il fait ces choses-là. La question est implicite. Est-ce que son attitude d'encouragement de la musique peut vous faire changer d'avis à l'égard de cette musique? Mais non, écoutez, mes avis, je les garde pour moi. Le respect, c'est pour Sa Majesté. Maintenant, la musique, amenez-moi de la bonne musique, j'adore la bonne musique. Je ne vous cache pas une chose. Depuis que je suis dans cette mouvance, je n'ai plus le temps de m'occuper de musique. Mais je vous dis que avant d'y faire partie, je connaissais beaucoup de chansons de Fayrouz, je peux vous les réciter. De Mohamed Abdel Wahab, d'Abdelhalim El-Khayyat, d'Abdelhalim Mohamed, je ne sais pas trop qui. Abdelhalim El-Khayyat. Oui, mais ça c'est... Donc Abdelhalim El-Khayyat est persona grata. On peut l'accepter. Non, c'est pas lui seul. Non. Tous ceux qui chantent réellement, qui chantent bien, je les apprécie. Maintenant, ceux qui ne chantent que par leur corps, ou ceux qui viennent nous raconter des histoires, et qui pour eux chanter, c'est d'abord et avant tout une histoire de gagner de l'argent, et pas d'une façon soft, là c'est autre chose. Je n'apprécie pas la médiocrité, pas la musique, pas les chansons. On va parler politique plus directement. Vous allez gouverner, vous aspirez à gouverner, c'est votre souhait, mais avec qui? Je vais vous dire une chose. Moi j'ai une façon de voir les choses. Moi, je me dis, l'essentiel, c'est de faire du bien dans ce pays. Je vais vous reconnaître une chose. Moi, je pense que le Maroc est un pays qui a eu la chance d'avoir la monarchie et d'avoir Mohamed V et Hassan II après l'indépendance. Et je pense que les directives essentielles que l'État a prises sont bonnes. Donc, l'histoire de l'eau, etc., la libéralisation, l'agriculture, tout ça. Il manque quoi, à mon avis? Moi, je pense que ce qui manque, c'est des hommes sérieux. Et c'est pour cela qu'avec Sa Majesté Mohamed VI, le jour où on sera appelé à gouverner, ce n'est pas très important pour moi avec qui je vais gouverner. L'essentiel pour moi, c'est de pouvoir gérer les choses au profit du pays et de la population. Et c'est tout. Parce que ce qui se passe dans notre politique, c'est le suivant. Souvent, pour combler le vide politique, on a appelé des gens qui n'étaient pas de vrais politiques ou de bons politiques. C'est des gens qui voulaient s'enrichir. À défaut de s'enrichir par leurs propres moyens, on les a appelés, c'est un cadeau qui leur est tombé du ciel, ils sont venus faire de la politique, ils sont devenus des parlementaires, ils sont venus à la politique pour s'enrichir. Et c'est pour cela que ça va mal, c'est tout. Mais nous, dans notre politique, dans notre stratégie, dans notre système et notre régime, s'il y avait des gens un petit peu plus sérieux, je ne dis pas que tout le monde n'est pas sérieux, il y a beaucoup de gens qui sont sérieux, je le reconnais, et je les estime énormément. Mais
on a besoin davantage de sérieux. Et c'est pour cela que nous pensons que c'est ça surtout ce qu'il faut amener. On a un Parlement, oui. On a des partis politiques, oui. On a des élections fiables pour l'essentiel. La question de l'alliance est une question essentielle pour pouvoir gouverner. Oui. Avec qui vous êtes prêt à vous allier? Je vous ai dit déjà ça. Je vous ai dit, et puis je vous dirai une chose, au Maroc ça change. Après les élections de 2009, on a trouvé un allié qui était le CFP. Avec lui, on a pu prendre Tétouan, on a pu prendre l'Arèche, on a pu prendre... eux, ils ont pu prendre Rabat, nous, ils ont pu prendre Agadir, etc. Bon, est-ce que ça va continuer? Je n'en sais rien. Mais pour entrer au gouvernement, vous avez besoin d'une coalition. J'ai besoin surtout qu'il y ait un Premier ministre sérieux et capable. Parce qu'avec qui vous allez gouverner, c'est surtout comment l'arbitrage il va se faire. Et l'arbitrage, si vous avez devant vous un bon Premier ministre, il va vous aider pour travailler, il va vous laisser travailler et il va résoudre les problèmes. Si on applique ce que Abdelrahman Yousfi a appelé la méthodologie démocratique et qui a été exécutée en 2007 avec la nomination de Saab El-Fassi, et si vous êtes le premier parti aux futures élections de 2012, et si un Premier ministre est nommé parmi votre parti, est-ce que c'est cohérent, c'est possible, c'est envisageable? En tous les cas, ça nous fera plaisir. Mais je vais vous dire une chose. Préparé? Je vais vous dire une chose. C'est normal. Quelqu'un qui ne se prépare pas pour ça n'est pas un homme politique. Mais je vais vous dire une chose, c'est Brada. La méthodologie démocratique, c'est bien. Mais il y a la Constitution. La Constitution donne à Sa Majesté le droit de choisir le Premier ministre qu'il veut. Donc, nous, sincèrement, nous ne pensons pas que c'est sur ce point-là on va avoir des problèmes. Si jamais Sa Majesté choisit un Premier ministre parmi nous, ce sera très bien. Mais s'il le choisit, pourvu qu'il soit un bon Premier ministre capable de gérer le pays dans le bon sens. Et nous, on sera avec lui, bien sûr, tout ça sous la directive de Sa Majesté, c'est tout. Sa Majesté est obligée de tenir compte du paysage politique qui sort des urnes. Quelle est la coalition qui vous paraît la plus vraisemblable en 2012? Vous insistez? Bah oui, je pose des questions. Non, de toutes les façons, je ne sais pas, sincèrement. Parce que, déjà, il y a un acteur politique qui veut réglementer la scène politique à sa guise. Et je ne sais pas, on attendra sans doute les résultats pour savoir où c'est qu'on va se placer. Vous faites allusion à qui? Je fais allusion à ce que vous savez exactement. Vous parlez du PAM. C'est clair. Et donc, le PAM, c'est votre adversaire principal? Non, c'est lui qui nous prend pour adversaire principal. Vous lui rendez bien? On essaye. Il faut bien se défendre. Oui. On ne va pas... On avance souvent cette configuration pour 2012, PAM plus USFP contre PJD plus Istiqlal. Si on respecte les lois de la démocratie, il n'y a pas de problème. De toutes les façons. Non, mais est-ce que cette configuration est raisonnable? Je vais vous dire. Et plausible? De toute façon, depuis 2002, qu'est-ce qui se passe? C'est presque tout le monde contre le PJD. Seul contre tous. D'accord, vous vous rappelez bien. Le gouvernement de Jeto, c'était tous les partis politiques consistants. Et nous, de l'autre côté, pratiquement avec l'UC, bon, vous savez ce que je veux dire. En 2007, c'est encore une fois la même chose. Si maintenant si on nous conforte avec un parti comme l'Istiqlal, ce ne sera pas mauvais pour moi. Mais le problème, ce n'est pas ça. Le problème, c'est que le PAM, il veut gérer la majorité et il est venu s'interposer avec nous dans l'opposition. Donc, quelque part... C'est l'opposition de l'opposition. Il ne veut qu'on soit ni à la majorité, ni à l'opposition. Il veut occuper toute la scène. Vous avez rencontré longuement Lima. Fouad Ali Lima. Lima jusqu'à... En 2007, non? Ou plus en 2009. En 2009. Je l'ai rencontré assez souvent, quand même. Non, mais il y a une longue rencontre de réconciliation. Il est venu chez moi. C'était quand? C'était en 2009. C'était, je crois, juste avant les élections. Il est venu, il a été très gentil, comme d'habitude. Non, ça a pris 3h30. Il est resté chez moi 3h30. Il est d'ailleurs pas. Je ne savais pas qu'on allait rester si longtemps. Je n'avais pas préparé de déjeuner. Il est parti sans déjeuner et je lui ai envoyé une invitation. Je lui ai donné des gâteaux. Mais il a pris seulement le café. Alors, mais il est toujours invité à venir déjeuner quand il voudra. Ça, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, écoutez, moi je ne pense pas que ce monsieur il est mauvais. C'est ce que je pense. Bien sûr. Mais
j'ai l'impression qu'il a de mauvais contacts. Qu'il a de mauvais contacts et qu'il ne veut pas cesser. Mauvais contact avec qui? Je dirais pas plus. C'est incompréhensible. Bon, il est parti chercher dans l'ancienne gauche, etc. Et là, il a découvert nos ennemis purs et durs. Et aussi, je crois et c'est pour cela qu'il nous attaque de front. Il nous attaque de front, je ne sais pas pourquoi. Et je ne sais pas dans quel but, qu'est-ce qu'il veut. Hein? Peut-être qu'il veut nous arrêter, qu'il veut ceci, qu'il veut... Mais il est en train de se faire du tort, je pense qu'il est en train de se faire du tort. Une rencontre est prévue? Non, non. Mais moi, je n'ai rien contre. Saad El Abdelkiran, on va parler un peu de vous, votre itinéraire. Là, j'ai une bonne photo. C'est un mariage familial. Oui. Je crois le mariage d'une nièce. Ça, c'est ma nièce. Et là, on voit votre ça, c'est mère. mon père. Ça, c'est ma mère. Elle est un peu malade, j'espère qu'elle va se rétablir. Ça, c'est moi. Au premier rang. Je ne sais pas comment... C'est quel âge? Dizaine d'années? Ça, c'était en 68. J'avais 14 ans. Et ça, c'est le frère qui vient de décéder. Bon, en fait, c'est un demi-frère, mais il avait la place d'un père, parce que quand mon père est mort, j'avais 16 ans. Après, c'est lui pratiquement qui... Ouais. Mais il m'a toujours influencé, même avant. Vous êtes né quand? En 54. Ou à Rabat? À Rabat. Donc famille Fassi. Famille Fassi. Qui habite à Famille Rabat. du côté de la mère, c'est Chami. Chami. Abdelkiran et habite à Rabat. Fassi de Rabat. J'habite à Rabat, dans un quartier moitié populaire, moitié lacari, qui est entre la ville moderne, si vous voulez, ou l'ancienne, et entre Yaqub el-Mansour. Famille bourgeoise, Mars Compré. Alhamdoulilah. Non, on était à peine... mon père était un petit commerçant de tissus, etc. Là, vous êtes adolescent. Oui. Studieux. Oui. Ah non, ça, j'ai étudié. Enfin, j'ai essayé. Peut-être que je n'ai pas étudié suffisamment. Je pense, c'est ce que je pense. J'étais pas... Mais j'avais de bonnes... Parfois, j'avais de très bonnes notes. Une fois, j'ai eu 20 en maths. Le deuxième a eu 15. Le troisième a eu 10. Et on était 5 à réussir dans tout le lycée. Après votre licence en physique, oui. Vous avez bifurqué pour faire autre chose. Je suis parti à l'école normale supérieure. J'étais professeur là-bas, de second cycle, mais et après j'ai quitté pour l'enseignement, pour le privé. Et vous avez dirigé une école privée? J'ai dirigé une école privée. J'en gère encore. Comment elle s'appelle? Badr. Et après, j'ai géré une autre pour le compte des mixte ou... Non, elle est mixte. C'est une petite école primaire. Voilà, c'est ça. Arabe et français? Oui, arabe et français. Je vais vous dire une chose. Les parents sont exigeants. Le français, vous ne pouvez pas... Et pour moi, je pense que les Marocains doivent apprendre le français, il n'y a rien à faire. Il fait partie des instruments de travail. Vous connaissez la définition de Hassan II? Un analphabète, c'est quelqu'un qui ne parle qu'une langue. Oui, mais ça, c'est déjà... Depuis les prophètes, on parle de ça. Bien. Vous avez une famille réunie, sympathique. Alhamdoulilah, ça va. Ça, c'est votre premier enfant? Oui, Oussama. Oussama, il a aujourd'hui 30 ans. 30 ans, oui. Alhamdoulilah. Et il est bien. Il est gentil, il est raisonnable. Il est au PJD? Non, il n'est pas au PJD. Pourquoi? Il n'apprécie pas. Je pense qu'il n'apprécie pas le truc politique. Il est sympathisant, mais il a essayé, ça n'a pas marché, il est parti. Il fait quoi? Et je crois qu'il est sur le chemin d'être sacré expert comptable. Il est déjà, je crois, expert comptable. Bon. Il doit passer à un mémoire, un truc comme ça. Il est au Maroc? Non, il est à Rabat. Il est marié, il a 2 enfants. Ça, c'est vos... Oui, donc c'est toujours Oussama, ça c'est Imen. Aujourd'hui, elle a 2 enfants. Et ça, c'est Sarah et Soumaïa, des jumelles formidables, qui ont chacun un petit garçon. J'ai encore un garçon et une fille. Mais vous ne les avez pas sur les photos. Il nous reste peu de temps. Oui, allez-y. Je voudrais vous laisser conclure. La question que je voudrais vous poser pour conclure, c'est en quoi le PJD est différent? Quelle est la valeur ajoutée par rapport aux autres partis? En quoi vous êtes différent? En quoi votre différence est un atout? Sincèrement, on ne veut pas être différent. On ne cherche pas à marquer notre différence. Nous, ce qu'on veut, on veut une vraie démocratie dans laquelle on aurait la place qu'on mérite, rien de plus. Et on essaie d'appliquer ça chez nous. Nous pensons que ce que nous avons, c'est un petit peu plus de sérieux pour nos cadres.
et peut-être, je ne sais pas, mais j'allais dire une émotion, parce que nous pensons que notre pays a besoin de gens qui l'aiment et qui viennent. Je ne suis pas contre les privilèges dans le cadre de la loi, ou les salaires, ou tout ça, mais que ça suffit. On ne vient pas à la politique pour s'enrichir, on vient à la politique pour servir un pays. Si vous voulez vous enrichir, allez faire de l'industrie, ou du commerce, ou de l'agriculture, et soyez capables. Si vous enrichissez en politique, vous vous enrichissez, c'est les pauvres qui ont payé, c'est tout. C'est les maisons qui n'ont pas été construites, c'est l'enseignement qui n'a pas été dispensé, c'est la médecine, c'est les gens qui n'ont pas été médiqués, c'est ça. Donc votre valeur ajoutée, c'est j'espère, pas enrichissez-vous, c'est servir le pays et la population d'abord et avant tout. Et se suffire des émoluments et des privilèges légaux. Rien d'autre. Merci beaucoup. Vous avez fini? C'est bon, je savais pas. Cette émission prend fin, pas complètement, puisqu'il nous reste le portrait chinois. Saad Ilah, nous allons jouer un petit jeu qui s'appelle l'auto-portrait chinois. Si vous étiez un arbre, je vais choisir l'oranger, parce que j'aurais aimé être un palmier ou un olivier, mais je pense que c'est trop noble pour moi. Un palmier, c'est on jette des pierres et il vous donne des fruits. C'est trop noble pour moi. Mais l'oranger, ça me ressemble peut-être. Un pays musulman. J'ai été très touché quand j'ai visité la Malaisie. C'est un pays où il est propre dans tous les sens. Et je pense que les Marocains devraient s'intéresser à ce pays. D'ailleurs, les Malaisiens s'intéressent beaucoup au Maroc. Un penseur musulman. Il y a quelqu'un qui m'a beaucoup marqué. Il s'appelle Ibn al-Qayyim al-Jawziyya. Un salafi sophiste. C'était un élève de Ibn Taymiyyah. Taymiyyah, oui. Mais il a fait un parcours particulier. On dirait qu'on est en train de lire un mathématicien, un homme de logique, très strict quand il s'agit des règles plus ou moins salafistes, et très profond quand il s'agit de sophisme. Il nous fait presque rêver et naviguer dans des cieux formidables. Donc, Abul Qayyim al-Jawziyya. Une époque de la civilisation musulmane. Je vais vous dire, j'aurais aimé vous dire celle du prophète, mais celle du prophète, quelque part, elle est surhumaine. Mais, sincèrement, je pense que la période qu'a vécue Omar al-Khattab est très particulière. J'ai réfléchi, c'est la période de justice, d'après la mythologie. C'est une période où il y avait un être humain qui ne recevait pas de révélation divine, mais qui se comportait en tant que citoyen et en tant que chef d'État avec quelque chose. Écoutez, quand vous entendez quelqu'un dire si jamais un mulet il tombe, Dieu me posera la question pourquoi je ne lui ai pas rangé la route. Vous êtes touché. Puis égalitaire. Une époque de l'histoire d'Occident. Je ne sais pas, mais je crois que la période où ils ont rencontré la civilisation islamique était une période importante pour eux. Les Lumières? Oui, ça a commencé comme ça. Ça a commencé avec la rencontre en Andalousie, durant les croisades, en Sicile, etc. Ça a commencé comme ça. Un péché? Je veux dire, un musulman ne doit pas reconnaître de péché. Il doit faire attention. Ah bon? Peut-être qu'il va lui reprendre, le reprocher. Donc, j'en ai, c'est sûr. Mais je croyais que Dieu savait tout. Là, lui, c'est tout, c'est sûr. Mais c'est pas la peine de le divulguer. D'accord. Une vertu? La sincérité. La sincérité. La sincérité. On peut la divulguer. La sincérité, j'ai dans ma vie, je vais le dire sincèrement, elle m'a beaucoup servi. Merci beaucoup. Il vous reste une question, mais elle vous appartient. C'est à vous de poser la question. Je crois que les Marocains devraient se poser une question. Est-ce qu'ils sont conscients de leur exception? Moi, je pense que ce pays et ce peuple est un pays exceptionnel, est un peuple exceptionnel, qui mérite mieux, et ses enfants doivent endosser la responsabilité de le faire. Merci mille fois, Saad Ilah Belkacem.
Merci madame, merci monsieur de nous avoir suivis. Vous pouvez nous écrire, vous manifester, vous critiquer comme vous voulez. Vous connaissez l'adresse, mais encore 2m.tv. Vous pouvez aussi regarder l'émission, celle-ci et les autres, 2m.ma. Bonsoir.